Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez spécifique du monde académique, le privilège des professeurs. Mmh. En gros, l'idée que les chercheurs à l'université sont propriétaires de leurs inventions, ce qui va un peu à contre-courant, non? Oui, tout à fait. C'est assez particulier comme système, surtout aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, on a regardé des règlements d'université en Suède, comme Göteborg, KTH aussi, Ouais, et puis des articles de débat, et surtout une étude économique assez parlante sur la Norvège, sur ce qui s'est passé là-bas quand ils ont changé les règles du jeu. exact. Une étude clé pour comprendre les impacts concrets. L'objectif, donc, c'est de décortiquer un peu ce système, d'où ça vient, pourquoi ça fait débat, et bah, qu'est-ce que ça change vraiment quand on y touche. C'est ça. Alors, commençons par la Suède. Ce privilège, il vient d'où exactement? Ça remonte à une loi de 1949 et aussi beaucoup à la coutume, à la tradition. D'accord. L'idée de base, c'est simple. Le chercheur employé par une université, eh bien, il détient les droits sur ses résultats de recherche, sur ses inventions. Ce qui est l'inverse de ce qu'on voit dans le privé, généralement. Exactement. Dans le privé, c'est quasi systématiquement l'employeur qui est propriétaire. L'origine de cette exception suédoise, si on remonte encore plus loin, c'est l'idée que la recherche universitaire, c'est pas un travail comme un autre. Ah oui, comment ça? C'est une quête de savoir, quelque chose d'unique, et puis on considérait que les liens entre le chercheur et l'industrie, c'était plutôt une affaire privée, personnelle. Et qu'il fallait encourager l'inventeur individuel, j'imagine. Tout à fait. L'incitation individuelle était vraiment au cœur de cette approche historique. Mais le truc, c'est que la Suède fait figure d'exception aujourd'hui. Ah bon? C'est plus la norme ailleurs? Ah non, plus du tout. La plupart des pays industrialisés, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, et même la Norvège jusqu'en 2003. Mhm. Ou les États-Unis, bien sûr, avec le fameux Bayh-Dole Act de 1980. Oui, très connu celui-là. Voilà. Tous ces pays ont fait le choix inverse. Ils ont transféré les droits de propriété intellectuelle des chercheurs vers l'université elle-même. D'accord. Et pourquoi? C'est quoi la logique derrière ce mouvement quasi général? L'argument numéro un, c'est d'inciter les universités à s'impliquer beaucoup plus activement dans la commercialisation de la recherche. Via leur structure dédiée, j'imagine. Exactement. Les fameux TTMO, les bureaux de transfert de technologie. L'idée, c'est que l'université, avec un TTO, est mieux armée, mieux équipée pour gérer la complexité des brevets, pour négocier des licences, pour valoriser économiquement les inventions. Donc on a une tension là. D'un côté, la motivation du chercheur qui possède son invention, Oui, et de l'autre, l'efficacité supposée de l'université pour la transformer en produit ou service. c'est exactement ça le cœur du débat. Incitation individuelle contre efficacité institutionnelle. Les TTO sont vus soit comme un super soutien, Mhm. soit parfois comme une bureaucratie un peu lourde qui au final dilue les droits et les bénéfices pour l'inventeur lui-même. Et il y a aussi l'argument de l'argent public, non? Si la recherche est financée par nos impôts. Tout à fait. C'est un argument en fort. L'université, en tant qu'institution publique, aurait une responsabilité de s'assurer que l'investissement public génère un retour pour la société. Et elle serait mieux placée pour gérer ça, surtout quand il y a des collaborations complexes, plusieurs labos, etc. Alors justement, pour voir ce que ça donne en pratique, ce changement de modèle, parlons de la Norvège. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas alors? Alors, la Norvège, c'est un cas d'école, parce qu'ils ont aboli le privilège en 2003. Avant 2003, 100% des droits pour le chercheur. Simple. Très simple. Après 2003, on passe à un partage. En gros, un tiers pour le chercheur, deux tiers pour l'université. D'accord, un changement radical. Oui. Et cette étude de Videy et Jones, elle a regardé l'impact de cette réforme. Et le résultat principal, il est assez frappant. C'est-à-dire Une chute d'environ 50%. 50%. Oui, 50% de baisse du taux de création de start-up par les chercheurs universitaires. Et une baisse similaire pour les dépôts de brevets par ces mêmes chercheurs. Ah oui, quand même, 50%. C'est énorme. Ça interroge sérieusement l'idée que l'université gère forcément mieux la commercialisation, non? Ça la nuance très fortement, disons. D'autant que l'étude ne s'arrête pas là. Elle montre aussi une baisse de ce qu'on pourrait appeler la qualité de l'innovation. La qualité, comment on mesure ça? Par exemple, les start-up créées après la réforme semblaient avoir une croissance plus faible. Et les brevets déposés après 2003 étaient moins cités par d'autres brevets, ce qui est un indicateur souvent utilisé. Intéressant. Et les chercheurs eux-mêmes, ils ont pensé quoi? L'étude le dit? Oui, il y avait une enquête auprès des inventeurs. Et ce qui ressortait, c'était souvent une perception assez négative de cette dilution des droits. Une perte de contrôle, une incitation financière moindre. Hmm. Et le soutien apporté par les TTO, il ne semblait pas toujours suffire à compenser ce sentiment de perte. On voit bien la complexité.
Le système suédois avec le privilège, il a cet avantage côté motivation individuelle. Clairement. Mais j'imagine qu'il pose aussi des défis pratiques, non? Mm. Comment on fait quand plusieurs chercheurs inventent ensemble? Ou si une entreprise finance la recherche et veut des droits? Absolument. C'est pas un système parfait non plus. Les règlements comme ceux de Göteborg qu'on a regardés montrent bien qu'il faut prévoir des accords spécifiques. Ah oui. Même si le chercheur est propriétaire par défaut, dès qu'il y a collaboration ou financement externe, il faut négocier, contractualiser. L'université peut même se retrouver à devoir négocier avec ses propres chercheurs pour satisfaire un partenaire industriel. C'est pas toujours simple. D'accord. La question de qui prend le risque et fait l'effort du développement commercial se pose aussi différemment. Tout à fait. Bon, pour essayer de résumer un peu tout ça, Oui, volontiers. le privilège des professeurs, donc le chercheur propriétaire de sa pays, c'est un modèle devenu rare. La Suède le maintient. Hmm. Ailleurs, comme en Norvège, on l'a supprimé et ça a coïncidé avec une baisse assez nette de l'entrepreneuriat académique, du brevetage, en tout cas selon cette étude majeure. Et le débat de fond reste cet équilibre difficile. Exactement. Équilibre entre motiver l'inventeur, l'individu, et d'un autre côté, mettre en place une structure institutionnelle, l'université et son TTO, pour aider à valoriser la recherche. Alors une dernière pensée peut-être pour conclure. Ça nous laisse avec une question assez fondamentale, je trouve. Si l'objectif politique numéro un, c'est vraiment de maximiser l'innovation qui sort des universités. Ce qui est souvent dit. Oui, voilà. Est-ce que le modèle dominant aujourd'hui, celui où l'université prend la main, est vraiment le plus efficace? Ou est-ce que l'expérience suédoise, ou même ce qui s'est passé en Norvège, nous rappelle pas quelque chose d'important? C'est-à-dire, L'importance, peut-être cruciale, de cette motivation individuelle de l'inventeur. Un facteur qu'on a peut-être un peu trop vite mis de côté dans beaucoup de pays en pensant que l'institution ferait forcément mieux. C'est une question ouverte, hein.